Ok, ça marche. Bon, bah, bonjour à tous, hein. Déjà, merci, je vous remercie de m'inviter pour votre soirée club. C'est très sympa et je participe avec grand plaisir à cette soirée avec vous. Euh, du coup, je me présente assez rapidement. Vous voyez sur le diaporama, Kevin a présenté un peu rapidement qui j'étais et mon métier. Moi, je m'appelle Yuen Le Fur. J'ai une entreprise de montage de mouches et montage de cannes qui s'appelle YL Fly Fishing. Euh, j'ai cette entreprise depuis, je suis dans ma septième année maintenant. Septième année, ouais. Sixième année, pardon, sixième année. J'ai commencé fin 2019, donc c'est ma sixième année. Et j'ai commencé comme beaucoup en faisant ça en temps partiel avec un autre boulot à côté. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de ma société et de son succès, voilà, il a fallu prendre des décisions d'organisation et j'ai décidé de faire ce métier-là à temps plein. Maintenant, c'est ma deuxième année où je ne fais que ça. Donc, je monte des mouches de pêche sur une gamme assez large, hein, sèche, nymphes, streamer, émergente. Les seules choses que je fais pas, ça va vous paraître drôle, mais c'est de la mouche mer. Je suis beaucoup trop loin de la mer. Je disais ça à Kevin. Il faut une bonne heure pour que j'aille à la mer, c'est très loin. Et je monte aussi des cannes. J'ai un petit atelier de road building pour. C'est pas mon activité principale, hein. Mon activité principale en termes de travail, c'est le montage de mouches. Mais je veux garder la main sur le road building déjà par goût. Et puis aussi, ça me permet aussi de m'évader un peu de l'étau de temps en temps pour faire une autre activité. Voilà, j'ai une troisième casquette, c'est que j'ai un hébergement pêche depuis peu. Là, j'ai rénové une grange sur une bâtisse traditionnelle sur mon lieu d'habitation et je fais de l'hébergement pêche sur la Bretagne. Voilà, je suis pas guide, hein, par contre, j'ai pas de diplôme de guide, donc je guide pas. Mais j'ai un hébergement labellisé gîte de pêche. Donc je suis en Bretagne, je suis en plein centre de Bretagne. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la région ou si certains d'entre vous ont pu y aller. En tout cas, moi je suis sur les têtes de bassin. Je suis à la limite entre le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor. Je suis vraiment dans le croisement des trois. Et donc les rivières les plus proches de chez moi, ça va être le Scorff. J'habite au pied du Scorff. Le Blavet, qui est la plus longue rivière de Bretagne. Alors le Blavet, euh, elle débute dans les Côtes d'Armor et elle va se jeter dans le sud Finistère. Je suis pas loin de l'Ailée, qui fait la frontière avec le Finistère. Je suis tout près aussi à une petite demi-heure de l'Audet, qui va se jeter à Quimper, enfin dans l'estuaire au sud de Quimper. Enfin voilà, j'ai quand même beaucoup de rivières autour de chez moi, que ce soit dans le Finistère, dans le Morbihan, dans les Côtes d'Armor, et avec une variété importante. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on a beaucoup de rivières et beaucoup de profils différents, que ce soit de la rivière très rapide, avec des chaos granitiques, que ce soit de la rivière de prairie, avec des cours d'eau très lents qui serpentent dans les prairies pâturées, que ça soit des tout petits ruisseaux ou des grandes rivières. Alors attention, quand on dit grand chez nous, c'est 15-20 mètres de large, hein. On n'est pas sur les dimensions de la Dordogne ou de la rivière d'Ain, parce que les rivières sont courtes, hein. Elles prennent leur source en centre-Bretagne et elles vont toutes se jeter dans la mer. Voilà. Voilà en gros mon activité. Euh, donc j'essaye de travailler. Alors comment dire, j'essaye de travailler le plus localement possible. Donc tout est fait chez moi par mes mains. Euh, et j'essaye de travailler avec les produits locaux, si je peux dire. Donc j'essaye au maximum d'avoir des fournisseurs en termes de plumes, de poils, voilà, du coin, par les chasseurs ou par des éleveurs. Et puis, bien sûr, il y a des produits qu'on ne peut pas avoir dans le coin, les hameçons, les billes et tout ça, donc je me fournis au même endroit que vous. Voilà en gros. Je pêche pas qu'en Bretagne aussi. Vous avez dû voir certainement sur mes pages Facebook, Instagram ou autres que j'essaye de voyager. Enfin, j'essaye de voyager dans la mesure.
de ma vie familiale et ce qu'elle me permet. J'ai 2 enfants et je suis marié et j'ai 2 enfants qui sont assez jeunes. Donc, faut réussir à jongler avec tout ça. Et j'essaye au moins une fois par an d'aller quelques jours à l'étranger, souvent en Espagne parce que c'est le plus rapide depuis la Bretagne avec l'avion. Et autrement, l'été dernier, on a fait des vacances famille, ce qu'on adore, la rando en montagne et en haute montagne, et on a fait Autriche et Slovénie. Et ça m'a permis de pêcher également sur ces rivières-là et de rencontrer des gens, de rencontrer pas mal de gens que je connais par les réseaux sociaux ou des guides, et puis d'échanger, et tout ça fait réfléchir à chaque fois à l'évolution de la gamme, et c'est ça qui est intéressant, et j'essaye de me nourrir un peu de tout ça pour faire évoluer une gamme et qui ne reste pas cantonnée à cette région Bretagne. Voilà. Voilà en gros ce que je peux vous dire très rapidement, brossé. Je sais pas, est-ce que Kevin, comment tu veux voir la suite? Je te laisse prendre la. Du coup, je vais mettre pour le montage. Ouais, alors, on avait sélectionné 3 montages en amont avec Kevin quand on a préparé cette soirée-là. Un montage de sèche et 2 montages de nymphes. Un montage de sèche, alors c'est le bubble, on va commencer par celui-là. Ouais. Il y a le bubble, une nymphe, l'alvine, que j'utilise plutôt en début de saison. Je vous reparlerai de ça une fois qu'on sera dessus. Et puis une nymphe lourde sur un montage Javi, l'hydropsyché. Voilà. Alors, on attaque sur le bubble, Kevin, Ouais. c'est ça? Allez, je te mets la vidéo. Ouais, si tu veux. Alors, le bubble, c'est une mouche que j'utilise toute l'année, que ça soit en début de saison sur des éclosions de. Ah, c'est pas le bubble. Ouais. C'est que ça soit sur des éclosions de brachis ou sur toute l'année en fait. Ou après, libre à vous de faire varier les couleurs du corps pour coller à l'éclosion du moment. Donc c'est un modèle en cul de canard et en dubbing de lièvre avec une collerette en lièvre. Donc ça va nous permettre d'aborder plusieurs techniques de montage, que ça soit sur les dubbings ou sur les collerettes. Bah, vas-y, je te laisse mettre. Bon, le début du montage, je vais pas vous faire de commentaires. Hein, voilà, vous montez votre fil, vous allez à la courbure et vous descendez un tout petit peu plus. Alors je fais exprès de descendre un tout petit peu plus sur la courbure qu'un montage classique pour aller fixer mon aile, parce que je veux vraiment avoir cet aspect virgule de mon bubble. Alors, le bubble, c'est tout simplement une aile de cul de canard qui est retournée. Hein. Donc là, je suis en train de préparer, vous avez vu, j'ai préparé ma plume, j'ai enlevé toutes les fibres qui étaient trop dufteuses sur l'arrière. Alors, même s'il en reste un petit peu, hein, vous voyez qu'il en reste, c'est pas grave parce que ça va être coupé au montage. Ça va être coupé une fois que je vais fixer ma plume, vous le verrez sur la suite. Donc, je la fixe, je coupe l'excédent et puis je viens cacher mes pointes. Je les ai fixées par les pointes. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a bien vu, mais j'ai fixé par les pointes. Tu peux faire une pause là, Kevin, s'il te plaît? Ouais. Voilà. Alors, j'ai fixé ma plume par la pointe. C'est très important. Je reviens légèrement? Non, c'est bon. Reste. Ouais. C'est très important de la fixer par la plume si vous voulez avoir un beau bubble qui s'ouvre bien. Parce qu'en fait, le rachis d'une plume de cul de canard est très conique. Et vous voyez, le rachis est souvent très dur. Donc, en fait, je vais utiliser la pointe pour avoir le rachis le plus souple possible et le plus discret possible. Et en fait, mon gros rachis va être caché par mon fil de montage, pardon. Et en faisant ça, il va bien s'ouvrir et faire une belle virgule. Là, vous avez vu que je suis arrivé à la courbure et j'ai fait une dubbing loop. Alors, je travaille énormément en dubbing loop. Alors, ouais, petite précision, je disais ça à Kevin, mais c'est important pour tout le monde, je suis gaucher. Donc, vous avez tout le montage à réinverser dans vos têtes par rapport à ce que je fais moi sur les dubbing loops ou sur les whip finish ou tout ça. Quoi. Je travaille beaucoup en dubbing loop, tout simplement parce que ça consolide mes montages. Alors, un dubbing en dubbing loop, il n'aura jamais le même aspect qu'un dubbing sur un fil poissé avec une mèche enroulée. Ça se voit très facilement quand on monte. Mais je travaille beaucoup en dubbing loop déjà pour avoir cet aspect aéré sur ce montage-là. Et aussi, ça consolide mon montage parce que vous avez un twistage de fil, hein, tout simplement. Pour travailler correctement en dubbing loop, moi, je vous conseille, enfin, en tout cas, c'est ce que je fais, c'est je ne descends jamais
en taille de fil. Je ne monte jamais au-dessus d'une taille de fil en 12-0. Je monte quasiment tous mes montages de sèche en 14-0. Pourquoi? Parce que si je fais une dubbing loop en 8-0, vous allez avoir un fil monstrueux, quoi. Ça va être du câble, hein. Quand vous êtes sur du 14-0, ça vous permet d'avoir une dubbing loop qui reste très discrète sur le montage et qui le consolide énormément. Dubbing loop égale dubbing aéré, et c'est ça que je recherche pour un corps de Sedge, parce que faut que ça soit quand même une bestiole qui soit assez volumineuse. Là, pour info, c'est de l'hameçon de 14. Moi, je les monte quasiment tous en 14, c'est bubble. Ça se monte aussi en 16 sans problème, hein. Voilà. La seule truc à faire, c'est de comment dire, de garder les proportions de matériaux, hein. Voilà. Tu peux reprendre si tu veux, Kevin. Là, donc j'ai fait ma dubbing loop. Donc vous l'avez vu, hein, j'ai fait ma dubbing loop, je l'ai coincé. Je mets mon twister à dubbing. Alors un truc important, enfin pour moi c'est important. Le twister à dubbing, il faut qu'il tourne très très vite. Je sais pas. On me voit à la caméra, Kevin, ou pas? Ouais, super, merci. Attends, j'utilise ça en twister à dubbing. C'est un roto stone faux. Alors, attendez, hop, voilà, là comme ça vous le voyez bien. Un dubbing, pour faire un beau dubbing, une belle mèche de dubbing avec un twister, il faut qu'il tourne super vite. Et alors, si vous voyez, celui-là, il est monté sur des roulements à billes qui sont là. Ok. Et en fait, je fais ma boucle et après, ça tourne tout seul. Vous voyez, attendez, je vous mets devant. Ça tourne tout seul. Et je peux l'arrêter quand je veux. Et en fait, avec mon pouce, je le fais tourner et je l'arrête. Et ça me permet en même temps de gagner beaucoup de temps de travail parce que je peux, vous verrez, dans ce montage, réutiliser la même boucle pour faire plusieurs actions. Là, pour mon dubbing, et je vais réutiliser la même boucle pour ma collerette. Et le fait de tourner vite, déjà, je gagne du temps. Et en même temps, ça me permet de bien coincer les fibres pour pas qu'elles se barrent quand vous vous mettez à tourner. Avec des twisters que vous avez où il faut tourner manuellement comme ça, eh ben, vous avez une chance d'avoir toutes les fibres qui se barrent dans votre boucle à dubbing. Et moi, ça a le don de m'agacer, quoi. Tu peux repasser sur la vidéo si tu veux. Ouais. Alors, donc j'ai fait ma boucle à dubbing, vous voyez, donc là j'ai fait mon twistage et donc j'ai mon dubbing assez aéré. J'ai arraché les petites fibres qui dépassaient trop à mon goût. Et puis donc j'ai utilisé ma boucle à dubbing, je suis allé la bloquer, voilà, et je la réserve. Vous voyez, je ne l'ai pas coupée, hein. Je l'ai mis. Tu utilises quoi comme fil? On l'a perdu, je crois. Ouais. En fait, il a coupé son micro. Je lui le Tu as dû couper ton micro, non? Vous m'entendez là? C'est bon, Ouais, là. c'est bon. Ouais, j'ai dû merdouiller en reprenant le poste. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'avais une question pour le fil à utiliser, c'est ça? Ouais, tu utilises quoi comme fil? Alors, je vais vous montrer ça. Attendez. Je vous montre. Alors, j'ai deux types de fils différents, hein. Bon, ça, c'est du marron. Ça, c'est du marron que j'utilise pour mes montages sèches. Ok. Vous voyez ou pas, là? C'est du Vevus? Vevus 14-0. Ok. Et pour les nymphes, j'utilise ça parce que les nymphes, je veux que le fil soit hyper costaud pour pouvoir faire des nœuds dans mes dubbings hyper serrés. Et c'est là, on voit Sumo 50 deniers, pardon. Ok. Voilà. Donc ça pour les nymphes, Sumo pour les nymphes.
Et Vivus pour les sèches. Le Vivus 14.0 est très solide. Vous pouvez y aller sans problème. Et j'utilise des porte-bobines avec ce porte-bobine-là. Ça, c'est du Loon, pardon. Je casse très très peu. Il y a des porte-bobines avec lesquels on casse plus que d'autres. Et celui-là, pour moi, c'est de la bonne cam. Voilà. Ok. Hop. Tac. Si tu veux, tu peux retourner sur la vidéo, sauf s'il y a d'autres questions. Hein. Non, c'est Alors, bon moi, pour j'ai fait ma virgule. Quand j'ai fait la vidéo, j'aurais dû vous la montrer par le dessus parce qu'en fait, on voit pas que l'aile s'est bien ouverte en faisant ma virgule. Mais bon, voilà. Et je fais exprès de garder des fibres. Celles-là, je les veux, ces petites fibres qui sont Merci. dessus. Ouais, parce que c'est ça qui va vibrer sur l'eau. Et ça m'intéresse. Si je les vire, en fait, je vais avoir une mouche qui va être beaucoup plus neutre sur l'eau que si je les garde. Enfin, vous verrez ça après. Donc là, j'ai prélevé, tiens, fais une pause si tu veux. Là, voilà, super. J'ai prélevé je vais y arriver, du dos de lièvre, pardon. Donc je vais faire ma collerette en dos de lièvre. Je ne sais pas si tout le monde a l'habitude d'en monter, mais attention, le dos de lièvre, comme beaucoup de poils d'ailleurs, a un sens. Vous avez un poil qui a une courbure. Et ça, c'est très important pour monter votre collerette parce que si vous mettez le poil dans un sens ou dans l'autre, vous n'aurez pas le même rendu sur la mouche. Vous aurez une collerette rentrante ou une collerette sortante. Alors, les deux sont intéressantes, hein, ça dépend ce que vous montez. Mais donc là, je veux une collerette qui ressort. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire quand je dis une collerette qui ressort. C'est-à-dire que je veux. Comment je peux vous montrer ça? Tiens, tu peux me passer sur la caméra, s'il te plaît? Oui. Là, je vous prends une mouche de mai là, que j'ai montée dernièrement. Une mouche de mai, une marche brune, pardon. Je veux que la collerette, elle. Vous voyez, elle. Comment montrer ça? C'est pas Ah, là, évident. il va avant. Elle aille vers l'avant, ouais. Voilà. Elle aille de là à l'avant. Si j'avais monté mon lièvre dans l'autre sens, j'aurais eu une collerette qui se serait, pour caricaturer ça, un peu plaquée sur le corps. Ça peut être intéressant si vous faites des émergentes. Mais pour des sèches, je veux avoir un truc dressé, quoi. Alors, voilà. Si tu peux me repasser sur la vidéo. Donc, en fait, bon, vous voyez, là, je prépare avec une pince, hein, peu importe la pince que vous avez. Je prépare mes fibres, je les aligne bien comme il faut, je les écarte pour avoir un truc un peu homogène. Je vire toute la bourre. Vous m'avez vu faire ça avec les doigts. Je coupe droit. Voilà. Et j'ai donc plus. Et là, voilà, vous voyez le sens dans lequel je vous montre. Il y a un sens ou un autre. Et donc, dans ce sens-là, c'est bon. Donc, je mets mes poils vers. Vous voyez, je réouvre ma boucle que j'avais réservée avec mon twister à demi. Et comme il tourne vite, ça se rouvre très vite. Et je mets les poils dans ce sens-là. Donc, les poils qui vont vers là, je retwiste. Je tapote mon fil. Ah, tu peux faire pause, s'il te plaît? C'est des habitudes. C'est pour ça que quand je monte la mouche, je le fais vite, mais je reviens un petit peu sur le truc. Donc, je les ai mis dans le sens que je voulais. Et tiens, reviens encore un petit poil. Voilà. Là, je les ai mis dans le sens là. Vous voyez bien. Je retourne pardon, mon twister à dubbing. Et avec mon doigt, je viens taper sur le fil. Ça paraît anodin, mais ça permet d'enlever les dernières petites traces de bourre qui sont restées dessus. Après, je vais la dresser, je tire tous mes poils sur l'arrière. Et comme je les ai mis dans le bon sens, ils vont tous se mettre dans le même sens. Donc, je fais en fait une mèche de monodirectionnelle. Et à chaque fois que je vais enrouler, je tire sur l'arrière. À chaque enroulement, je retire. Voilà, je réenroule, je retire. Et je vais jusqu'au bout. Et je laisse un tout petit espace pour la tête. Moi, je fais toujours des têtes très petites. Je veux que ma tête soit toujours la plus petite possible. Parce qu'un insecte, ça a une toute petite tête, en fait. Ça n'a pas une grosse tête énorme. Donc après, je la coiffe un peu. Je remets mes fibres sur l'arrière. Je fais mon whip finish. Une fois, deux fois, je mets
vous le voyez pas sur la vidéo, mais en fait, je mets de la colle sur le fil quand je fais mon whip finish. Si, on le voit là. C'est bon, on le voit. Et après, je refais un ou deux tours, ça colle et c'est parti. Tu mets quoi, de la cyano? Ouais, c'est de la cyano, hein. Ouais. Voilà, et je refais un dernier. On coupe à ras, un petit coup de briquet. Je sais pas si je l'ai filmé ça, mais je mets toujours un coup de briquet. Si, j'ai fait. Voilà, et on nettoie la tête. Et après, j'arrache les fibres qui me plaisent pas, qui sont un peu trop longues ou autres, voilà. Et on se retrouve avec un bubble. Si tu peux revenir sur la photo précédente, la photo de la présentation voilà. Et donc là, on se retrouve en fait. Vous voyez, là, on voit la collerette qui ressort en fait. C'est ça que je veux avoir. C'est mes fibres qui ressortent sur l'extérieur, qui sont dressées, quoi. Ouais. Et je fais exprès de garder des petites fibres de cul de canard qui dépassent un peu. C'est ça qui vibre sur l'eau, c'est ça qui donne l'attractivité à la mouche. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et de toute manière, je préfère les laisser, et s'il y en a trop, les arracher en cours de pêche si elles me dérangent, plutôt que les enlever tout de suite et après me retrouver déjà avec quelque chose de trop nettoyé au bord de l'eau. Il y a des questions? Je vous ai tous endormis. Non, il n'y avait pas le micro. Ouais. La couleur de l'aile en cul de canard, elle est importante. Ouais, elle est importante pour coller à l'éclosion que vous avez sur le moment. Moi, je l'ai fait du très clair. Vous voyez, celle de droite, déjà, elle est plus claire que celle de gauche. Mais je l'ai fait du très clair jusqu'au marron foncé. Après, dans ma gamme de mouches que vous allez trouver sur le site, il n'y aura qu'une couleur d'aile, parce qu'autrement, je me retrouve avec un panel monstrueux de déclinaison. Mais après, comme vous êtes monteur, vous pouvez les monter dans les couleurs que vous voulez, quoi. Merci. Il est top, le montage. Ouais, il est top. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Ouais. Allez. Bon, ça, c'était la vidéo. Hop. Tac. Du coup, là, Alvin. Ouais, alors, un montage qu'on a choisi avec Kevin parce que pour coller au début de saison, on est en mars, voilà. C'est un montage que j'utilise moi en mars. J'arrête de l'utiliser très rapidement. Début avril, mi-avril, ça y est, c'est terminé. Je l'utilise en infophile. C'est un montage que j'utilise tout simplement pour imiter un petit alevin, voilà. Et très efficace surtout sur les eaux courantes, surtout avec un peu de courant pour que faut que ça soit une rivière assez rapide parce que c'est une mouche qui va vivre beaucoup dans l'eau. Vous voyez, il y a beaucoup de cul de canard dessus. Ça peut paraître même très fouillis pour une nymphe, mais c'est ça qui est important parce que je veux que mon cul de canard, une fois qu'il est mouillé, ça vous rende l'espèce qu'on voit à gauche là, avec une espèce de transparence et avec un cul de canard qui revient sur le tag orange qui est à l'arrière. Donc nymphophile plutôt au fond, et ne pas hésiter à l'animer aussi sur des fins de dérive en la jiguant un petit peu. Voilà, on est à la limite entre le streamer et la nymphe. Pour ça, hameçon de 12, hameçon de 14, bille de 3,5, bille de 3,2, donc on est sur du montage assez lourd. Faut que ça puisse s'animer, donc faut pas hésiter. Et en matériaux de montage, de l'antron mèche en orange, un cul de canard le plus dun possible, entre le blanc, le gris, le dun, en fonction de ce que vous avez, mais il faut qu'il y ait une transparence dedans. Et le corps, je vous montrerai peut-être au cours de la vidéo. Je vais sortir déjà la bobine, comme ça vous l'aurez. T'avais pas la photo des matériaux, Kevin? Si, je dois l'avoir. Ouais. Sinon, je montre, sinon tu me passes sur la cam et puis. C'est ça? Non, c'est l'hydro, ça. Non. Celui-là, là. Ouais, celui-là. Voilà. En fait, on voit pas des masses. On voit pas des masses. La bobine, c'est un Unimillar en Pearl. Voilà, si tu vois. Unimillar Pearl.
Et un dubbing, un petit dubbing gris, si vous pouvez avoir un petit dubbing holo avec un peu de brillant dedans, comme ça, pour finir, pour cacher le nœud final, ça c'est bien. Voilà. Un cul de canard, là, vous voyez, c'est du dun. Et puis un entron, voilà, un entron classique. Des matériaux assez classiques que vous trouvez partout, quoi. Après le montage, alors, bah, vous mettez, vous enfilez votre bille, hein, bien sûr, sur l'hameçon de jig. Voilà, vous venez bloquer votre bille avec des enroulements. Une fois qu'elle est bien positionnée, bah, vous allez à la courbure. Et là, je m'arrête voilà, assez tôt, hein. Je veux que ça soit un montage bien droit. Je mets un petit bout de mèche. Et alors là, sur les enroulements, je fais exprès de ne pas le faire jointer. Vous voyez, je laisse du orange passer entre les fibres. On le voit, si j'avais voulu vraiment le jointer, on aurait un corps complètement gris. Et là, j'ai fait exprès de le laisser. C'est pour que par transparence, quand vous mettez votre pearl, vous ayez des petits flashs orange qui restent sur la mouche, quoi. Donc là, je passe sur le tincelle, pardon. Donc j'en prends une fibre, j'en prends une longueur, pardon. Je viens l'installer dessus. Et pareil, je reviens, j'essaye de faire pas trop jointé, je veux garder du orange dessous, quoi. Après, vous faites vos enroulements, c'est assez simple. Vous faites votre corps. Vous venez bloquer, vous venez sécuriser votre fil. Et là, moi, je prends de la Loon Clear Finish. C'est la plus liquide que vous avez. Enfin, c'est la plus liquide que moi, j'aime utiliser. Vous mettez 2-3 petites gouttes. Vous allez l'étaler avec une aiguille, avec un pinceau, comme vous voulez. Et puis, bah, il faut bien tourner votre étau pour qu'elle se répartisse. Alors là, je l'ai fait vite, hein, mais parce que sinon, pour la vidéo, ça serait très long. Mais je la répartis souvent, je la répartis plus longtemps que ça pour qu'elle soit vraiment homogène partout. Et puis bah, après, bah, vous flashez, hein. Là, c'est pareil, j'ai arrêté de tourner l'étau parce que quand je flash, je tourne toujours l'étau pour que ça flash de façon homogène partout. Mais si je fais ça sur la vidéo, vous verrez rien parce que ça passera son temps à tourner. Donc je l'ai laissé droit, mais vous passez bien votre flash partout, tout autour, pour que ça sèche partout sur toute la mouche, hein. Et donc là, vous voyez, on voit toujours le orange par transparence et c'est exacerbé avec la résine UV, quoi. Après, vous prenez votre cul de canard, vous préparez votre plume, vous enlevez la bourre, vous prenez votre pince et sur des grandes plumes, une demi-plume va suffire, hein. Voilà, donc j'ai coupé le rachis. On voit pas super bien, je suis désolé, mais j'ai coupé le rachis, j'ai prélevé les poils. Et là, je fais une dubbing loop, comme tout à l'heure. Donc j'ai fait ma dubbing loop. Je vais insérer mes poils dedans. Et là, je veux que ça. Alors, je les resserre, hein. Je fais exprès de les resserrer. Vous avez vu ma main, j'ai remonté les poils. J'ai fait exprès pour que le montage soit dense quand je vais enrouler. Ouais, voilà, là, ouais, c'est ça. Donc là, j'insère mes poils dedans. Et là, vous voyez, je laisse toujours un petit millimètre dépasser, hein, de l'autre côté de la boucle. C'est pour faire ma base de thorax, en fait, hein. C'est des poils qui vont être courts et qui vont faire une petite boule thoracique. Et je pousse, parce que là, je veux une collerette assez dense. Donc, j'ai poussé pour resserrer les poils entre eux, quoi. Après, bah, voilà, on twist, on tire sur l'arrière et on vient faire la collerette. Et je la veux dense, hein. Je veux je veux que quand elle soit mouillée, elle vienne vraiment jusqu'au pompon orange, quoi. Voilà. J'enlève ce qui m'embête et ce qui dépasse devant. Et là, je vais mettre un tout petit peu de dubbing. Le dubbing va juste servir à cacher la jonction bille cul de canard, hein. C'est tout, hein. Et puis à apporter un tout petit peu de brillant, quoi. Là, j'en ai même mis un peu trop, je trouve. Voilà. Je viens faire mon nœud. Et puis mon whip finish, voilà, colle sur le fil, whip finish.
Alors, vous me voyez mettre la colle et faire le whip finish dessus. Ça permet d'avoir la colle sur le nœud. Alors, voilà, j'ai remis un petit coup de flash pour vous montrer la transparence du corps et puis le fait qu'on voit le orange. Voilà. Je mets la colle, je fais mon whip finish. Alors, ça permet d'avoir d'avoir le nœud qui est collé une fois qu'il est serré. Par contre, ça vous oblige à mettre vos outils régulièrement dans l'acétone. Moi, je les fais baigner dans l'acétone de temps en temps parce que sinon, vous avez des outils avec des traces de colle. Et quand vous avez des outils avec des traces de colle, ça casse les fils. C'est tout. Voilà. Il y a des questions là-dessus? Non, mais c'est top et on va remplir un peu des rangées dans les boîtes. Pourquoi tu l'utilises qu'en début de saison? T'as entendu la question, non? Non? Il y a eu quoi comme question? Pourquoi tu l'utilises qu'en début de saison? Parce qu'à partir d'un moment, au bout d'un moment, les alevins sont bien sortis, les truites sont plus dessus, c'est tout, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Moi, une fois, j'avais vu le montage, sensiblement le même montage avec du PLA. Est-ce que tu en as déjà fait ou pas? Non, j'utilise du PLA. J'utilise peu le PLA parce que c'est pas mon délire comme matériau, voilà, tout simplement. Après, c'est un très bon matériau qui a des belles propriétés, mais je préfère le cul de canard. Voilà. Ok. Ouais. Je passe à la suivante, du coup? Ouais, s'il n'y a pas de questions, vas-y. Hein. Allez. Alors, l'hydropsyché. Alors ça, toute l'année, hein, de toute façon, les hydros, il y en a. Par contre, c'est un montage qui est lourd. Donc, on avait sélectionné ce montage-là pour coller un peu à la saison et compte tenu des conditions climatiques qu'on a en ce début de saison. Donc, montage lourd, corps à vie. Donc, c'est une mouche, c'est un corps à vie taille M. Vous pouvez le monter jusqu'au L. Hein, je le fais en L. Un L, ça fait un petit gramme. Un 0,900 et des bananes. Et un L et un M, pardon, on est sur du 0,800 et quelques. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, l'idée, c'est d'avoir une espèce de larve de tricot. Pour ça, un hameçon avec une forme particulière. Alors là, c'est un C47BL de chez Calery. Après, vous utilisez l'hameçon que vous voulez en forme. Il y en a d'autres, vous le trouvez aussi. Je vais vous montrer une autre ref si vous voulez, qui est très bien. Hop. Si je l'ai toujours. Ah, d'ailleurs, j'ai plus l'étiquette. Chez Anac, vous le trouvez. Attendez, je regarde si je l'ai encore. Non, je l'ai plus l'étiquette. Chez Anac, vous en avez sur la même forme. Je sais plus la ref, mais si vous voulez, je vous enverrai ça par mail, quoi. Ouais, voilà, si tu peux regarder ça. Et attends, je vais te le retrouver chez Anac. Et C'est celui-là, là? Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, si vous retrouvez la même forme chez Anac, voilà, c'est le 360BL chez Anac. Tu l'as là sur la gauche. Voilà. Donc, peu importe, hein, du moment que vous avez cette forme-là, avec un œillet bien positionné et que ça pique bien. Voilà. Et c'est pas ça qu'il dit? Non. Non. Il y avait une question? Non, c'est bon. Ok. J'envoie la vidéo, du coup? Ouais, ou matériaux si tu veux, avant. Ouais. Parce qu'il y a un peu de monde quand même sur celle-là, en matériaux. Ouais. C'est une nymphe qui est assez longue à monter parce qu'il y a pas mal de matériaux. Alors, ouais, voilà, tu l'as là. Donc, le 47. Alors, il vous faut un fil de cuivre. Je prends un fil de cuivre fin. L'idée, c'est juste de faire du cerclage et de tenir votre modèle. Là, j'ai de la bande ENS en couleur 06. Après, vous prenez la marque que vous voulez et puis vous pouvez faire varier aussi les couleurs. Hein. Je le monte aussi des fois en marron.
pour avoir un truc un peu plus foncé, enfin marron, du brun, quoi. Brun, miel, voilà. Après, ça, c'est un substitut de dubbing de phoque. Voilà. Je prends le substitut parce qu'il est un peu plus brillant que du dubbing de phoque naturel. Et du coup, ça m'apporte un peu d'attractivité supplémentaire, je pense, sur la mouche. Et un dubbing de lapin, ça, c'est du dubbing de masque de lapin, pardon. C'est un fusion. Vous pouvez le trouver chez d'autres, selon les fournisseurs que vous avez. Hein, c'est pas du moment que vous avez un dubbing qui est assez comment dire, qui va beaucoup prendre la flotte, quoi. Voilà. Qui absorbe pas mal, quoi. Alors, ouais, si tu peux passer sur la vidéo. Alors, ouais, prends direct quand j'ai mis le Javi, c'est bon dessus. De toute façon, le montage du Javi, bah, vous le positionnez, vous le serrez. Hop, moi je le retourne une fois qu'il est serré avec mon fil de montage. Un petit coup de colle à l'intérieur. Je ne dépasse pas sur la tête, hein, parce que sinon vous allez avoir des traces de colle sur la tête. Donc, juste sur le cul du Javi. Et puis, vous allez à la courbure. Pendant ce temps-là, votre colle va sécher. Je descends assez bas, je prends ma bandelette là et je vais lui tailler un petit V sur la base. Alors, c'est pas souvent facile à faire parce que comme elles sont enroulées dans les sachets, ça a tendance à faire un peu queue de cochon. Donc, vous essayez de couper un petit triangle. Voilà, pour avoir un V. C'est juste pour le positionner et pas qu'il vous embête sur la hampe de l'hameçon. Je te l'avais fait en 2 vidéos, c'est pour ça? Ah oui. 3, ouais. Non, 3, voilà. Ouais. Parce que j'ai dû avoir des loupés en enregistrant, c'est pour ça. Ah oui. Donc là, j'ai fait mon V, donc voilà, je la positionne. Et je viens essayer de la faire déborder sur le Javi. L'idée étant d'avoir la continuité la plus. Ouais, il y en a une autre encore après. Ouais. Là, voilà. Non, c'est vers moi que ça bug. Ah, ok. L'idée étant d'avoir la continuité sur votre bandelette entre le Javi et la bandelette. Là, je mets mon fil de cuivre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai positionné mon fil de cuivre et j'ai fait en sorte que l'excédent il aille dans la rainure du Javi en dessous. Voilà. Bah, pour le cacher, hein, tout simplement. Et là, j'avais cassé mon fil, donc j'ai recommencé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai remis. C'est pas dans le montage normalement, hein, j'ai remis un coup d'enroulement. Et là, je fais ma dubbing loop. Alors, dubbing loop parce que je veux avoir un dubbing très aéré hein, pour faire les pattes, quoi. Donc, toujours twister à dubbing. C'est assez récurrent sur mes montages. Hein, je l'utilise beaucoup. Je prépare là ma mèche de substitut de phoque. Alors, faut en mettre. Hein. Faut que ça soit dodu. Donc là, j'y vais et je m'embête pas trop. Je vais même tirer dessus pour qu'il y ait plein de fibres qui sortent, quoi. Et puis, bah, vous faites vos enroulements. Alors, c'est pas facile souvent d'enrouler sur des Javis, hein, ça glisse, donc il faut prendre son temps. Je viens bloquer, et là, je coupe ma boucle à dubbing parce qu'elle m'énerve, en fait, elle va m'embêter plus qu'autre chose dans le montage, et je vais en refaire une autre après. Donc, je la coiffe sur le dessus, je dépasse. Sur le dessus, ça m'intéresse pas, les pattes, donc j'ai coupé sur le dessus pour que ma bandelette, elle soit bien plaquée. J'ai rabattu ma bandelette et je viens la bloquer avec un tour, 2 tours si je veux que ça soit bien bloqué. Et là, c'est mes enroulements de cuivre qui vont venir vraiment ceinturer mon montage et empêcher. Alors, vous voyez, ça glisse. Ça, c'est pénible avec les Javis, c'est que les enroulements, ils ont tendance à glisser. Il faut bien les tenir, quoi. Voilà. Et vous venez bloquer votre fil de cuivre. Et vous le coupez. Donc là, vous vous retrouvez avec votre bandelette, vous la rabattez. On va faire le thorax de la mouche, quoi. Donc, bah, je refais une boucle à dubbing. Là, j'en fais 2 parce qu'autrement, elle m'aurait embêté pour mes enroulements de cuivre. Hein. C'est juste pour ça. Et je vais mettre mon masque de lapin, là. Et là, c'est pareil, je veux je veux qu'il y ait plein de pattes, donc j'insiste pas pour que la mèche soit homogène, je veux au contraire qu'elle soit bien ébouriffée. Alors, j'ai coupé, et là, je rabats
mon excédent de bande de plastique là. Je fais mes tours pour la bloquer et je vais venir la couper. Alors, je prends les ciseaux les plus fins possibles pour la couper à ras du fil. Et là, je me suis loupé. Je vais refaire mon... Voilà, hop, je reviens. Et je vais refaire mon... Je fais une demi-boucle pour venir bloquer parce que ça glissait. Et je fais mon whip finish. Alors, je n'ai pas mis de colle là parce que c'est mon UV, vous allez voir ça après, qui va venir tout coller, quoi. Donc là, c'est un peu le bazar, il y a des fibres partout. Je rabats tout sur l'arrière. Alors, tu peux revenir juste 2 secondes en arrière, parce que là, je vais vite. Alors, voilà, là, tu as coupé. Ouais, voilà. Donc, je fais mon whip finish. Hop. Attends, vas-y. Là, voilà. Là, en fait, vous voyez, j'ai des fibres partout. Là. Les fibres qui sont sur le dessus, il faut surtout les enlever parce qu'autrement, pour mettre votre résine UV, ça va être de la patouille totale. Donc, en fait, pour ça, je ne vais pas m'amuser à faire tout au ciseau. Vous allez voir, je vais rabattre tous les poils. Je vais les tirer sur le dessous. Donc, j'aurai tous les poils qui m'intéressent qui sont entre la courbure et la pointe. Je vais tout rabattre. Je vais les tenir entre mes doigts. Et je vais passer un coup de briquet, ça va tout me cramer les poils qui sont sur le dessus. Vas-y, tu peux y aller. J'ai rabattu tous derrière, voilà. Et hop, j'y vais. Et là, au-dessus, vous avez un truc net, voilà. Et après ça, je vais prendre ma résine UV. Ça doit être dans l'autre vidéo. Ouais, j'ai dû faire 2 parce qu'avec l'UV, c'est long autrement. Et j'ai dû même le faire. Voilà, je mets ma résine UV, j'en mets un petit peu. Après, je vais l'étaler. Je la laisse s'étaler un petit peu. Je vais la répartir comme je veux. Bon, en général, j'en fais des séries, j'en fais une quarantaine. Et après les avoir flashées, elles vont dehors au soleil. Quand il y a du soleil en Bretagne, elles vont dehors, quoi. Et après, là, je le fais en même temps pour gagner du temps sur la vidéo, mais je vais avec une petite aiguille pour tirer les pattes et les bourrifer un peu en dessous, quoi. Voilà. Tu veux que je revienne un peu en arrière ou c'est tout bon? Voilà, pour moi, c'est bon. Après, c'est selon les questions. Clairement, tu as laissé, vers l'œillet de l'hameçon, tu as laissé un peu de marge. Ouais, là, sur le montage que j'ai fait pour la vidéo, c'est vrai qu'il y avait un peu trop de marge. J'aurais dû rapprocher mon Javi plus proche de l'œillet, ouais. Oui, non, mais là, c'était pas pour faire une critique, c'était pour savoir s'il y avait une raison. Non, il n'y a pas de raison. C'est juste que j'ai fait le montage pour la vidéo et j'ai collé mon Javi un peu loin de l'œillet et j'ai pas repris pour la vidéo. Ouais. Ouais, le plus proche possible. Tu vois, sur les photos là, qu'il y a, le Javi est collé à l'œillet, quoi. La couleur exacte du plastique, c'est quelle couleur? 06. 06. Ça fait vraiment un vert. C'est une belle mouche aussi. Hein. Ouais. Tu t'en sers tout au long de l'année? Ouais, quand je veux pêcher creux, ouais. Okay. Ouais. Ça descend très vite, hein, parce que déjà, tu as du Javi.
Bon, les pattes, elles ralentissent la descente, ça c'est sûr, mais tu as quand même toute la carapace qui est passée à l'UV, qui rajoute du poids et qui permet une pénétration quand même assez rapide de la mouche. Donc c'est une mouche qui descend. Hein. Qui accroche le fond. Ouais, ça arrive que ça accroche le fond. Ouais. C'est que ça pêche bien. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il y a d'autres questions? Il y a des questions là, dans la salle? Non, c'est tout bon. Ok. Ouais. Oh, j'étais un peu vite. Ouais, là-dessus, on avait décidé de vous mettre un petit topo là-dessus. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont passé du temps à regarder un peu les modèles que j'avais sur le site, mais vous verrez qu'il y a des fois des choses qui vous paraissent redondantes en termes de montage. Par exemple, si tu prends les olives, tiens, vas-y, va dans les sèches, tu prends les éphémères ou cul de canard, peu importe. Voilà. Et vous allez, voilà, ici, vous allez voir qu'il y a, par exemple, la V olive. On va prendre les olives. Tu as la V olive, tu descends un petit peu, tu as l'olive CDC, tu descends un peu, tu as la SP3 en olive, et tu descends encore, tu as l'Oret Zinc en olive, là, hop, au-dessus, juste au-dessus. Voilà. On va prendre cet exemple-là. On part sur ces olives. Donc, ça peut paraître redondant d'avoir allez, 4, 5 modèles des fois pour une même mouche, mais ça a un intérêt important pour moi. C'est uniquement pour l'aspect vibration des matériaux. Alors, si tu peux revenir sur la diapo, je vais vous expliquer un peu comment je vois les choses. Donc, en fait, la redondance, oui, elle y est en termes de montage. Tout ça, c'est des olives. C'est voilà, c'est une olive, corps olive, aile grise, ou corps olive. Oui, pardon, corps olive, aile grise. Mais en fait, mon intérêt, c'est d'avoir des matériaux qui vibrent différemment pour coller la mouche choisie à la zone pêchée, quoi. Je fais un parallèle en infophile, par exemple. On est sans arrêt en train de changer les poids ou changer le type de mouche pour rentrer plus ou moins vite dans l'eau, pour pêcher plus ou moins creux, pour pêcher plus ou moins lentement. Et vous passez votre temps à changer. Vous n'allez pas utiliser une perdigone partout sur toutes les rivières. Vous allez utiliser ça dans les bouillons. Si vous pêchez avec une perdigone sur un grand lisse, ça n'a aucun intérêt. Et vous le savez bien, parce que vous avez une perdigone qui descend, qui a un intérêt physique, qui va descendre très très vite, mais qui ne vit pas dans l'eau. Le poisson dans un grand lisse, si vous pêchez avec une perdigone, il a le temps de passer un scanner de votre mouche et il va se demander ce que vous êtes en train de lui présenter avec un truc tout lisse, quoi. Et j'ai souvent remarqué qu'en sèche, on ne fait pas cette démarche-là. Et je vois beaucoup de pêcheurs qui, par chez moi en tout cas, mettent une mouche et puis hop, c'est parti pour la journée, on pêche avec la même, quoi. Et je pense, c'est mon avis personnel, certains pourront me dire le contraire et je le conçois, il faut changer sa mouche sèche aussi bien qu'on change une nymphe, quoi. Parce que en fait, les matériaux utilisés ne vont pas vibrer pareil sur l'eau et ne vont pas avoir le même caractère attractif pour le poisson. Vous voyez ce tableau là sur la gauche, c'est les olives, enfin c'est les fameuses olives que Kevin vous a montré sur mon site. Donc vous allez retrouver la V-olive, l'olive CDC, la San Pedrol et l'Oret Zinc, mais je ne vais pas les utiliser au même endroit. Si je pêche un fort courant, je vais aller mettre l'Oret Zinc. Elle a un montage d'aile en parachute en chevreuil. Ah, ça va flotter, hein. Ça c'est bon. Oui, celle-là. Ouais, c'est celle-là, ouais, voilà. Tu peux prendre la deuxième. Les autres photos du bas, elles sont mieux. D'ailleurs, je les changerai, je les basculerai. J'ai fait des photos sur fond noir, je trouve ça plus sympa. Tu peux montrer la photo là si tu veux l'agrandir. Donc, vous avez un montage parachute en chevreuil. Donc ça, dans les courants, ça va flotter. Par contre, c'est du chevreuil. Le chevreuil, vous avez tous vu un tabanas, ça vibre pas des masses, hein. Si tu pêches un grand lisse, moi je considère que cette mouche-là, elle sera moins intéressante sur un grand lisse qu'une V olive. Là, tu peux aller prendre le cul de canard
tiens, si tu veux, vas-y, remonte, tu vas dans sèche. Bah tiens, ouais, voilà, vas-y, remonte en haut. La première, là. La toute première, c'est une olive aussi. Hop, vas-y, descends, on va prendre une photo, voilà, comme ça. Alors là, j'ai un cul de canard très aéré, c'est une mouche très aérée, et je vais l'utiliser plutôt sur les grands lys, parce que moi, mon idée avec cette mouche-là, c'est qu'elle flotte très bas, et que le cul de canard, il vibre un maximum sur la surface de l'eau pour avoir un caractère attractif, quoi. Tu peux revenir sur le tableau. Ouais, voilà. Donc en fait, je me fais une espèce de carte mentale de mes modèles que je vais changer en cours de pêche sur la zone que je vais pêcher. Donc en fait, je pars pas avec une olive dans ma boîte, je pars avec 4 ou 5 modèles d'olives et je les change en fonction de ce que je pêche. La San Pedron, par exemple, c'est un montage parachute en coque. Oui, si tu veux, tu peux aller la chercher. Et là, je vais l'utiliser un peu plus dans des zones intermédiaires. La SP3, elle est où? Ouais, par exemple, voilà, si tu veux. C'est un montage beaucoup plus classique. Bah, prends la photo fond noir, elle est mieux. Ouais. Je vais tout inverser sur mon site. Avec une aile plus fournie que du cul de canard. Mais je garde la flottaison assez basse avec un corps en quille verni. Donc, je vais l'utiliser plutôt sur des zones intermédiaires. Donc voilà, moi, cette redondance que vous pouvez des fois vous dire en regardant les modèles, en fait, elle a un sens. Enfin, pour moi, elle a un sens. En dessous, là, vous avez un deuxième tableau que j'avais fait. Ce truc-là, là, ces tableaux-là, vous pouvez les retrouver dans mon blog sur mon site. Vous avez une page blog et j'ai écrit 2 articles sur la vibration des matériaux et un sur la hauteur de flottaison. Ouais, si tu veux, montre-les, tu es dans le blog. Et tu peux descendre, page 2, voilà. Alors, nymphophile, voilà. Hauteur de flottaison et en dessous de l'intérêt de la vibration des matériaux de montage. Donc, vous pourrez lire ces 2 articles si ça vous intéresse. C'est un peu, ça rentre un peu plus dans le détail que les infos que je vous donne à travers les 2 tableaux que vous avez sur le diaporama. Voilà. Donc en gros, dedans, voilà, si tu reviens sur le deuxième tableau, j'avais essayé de faire une espèce de carte, une espèce de schématisation des vibrations et de la flottabilité des matériaux, et puis de la zone dans lesquelles je l'utilise. Bon, après, ça paraît implicite, hein, voilà, si vous faites un montage en foam, bah, vous savez que ça va flotter un max. Par contre, bah, ça va pas vibrer beaucoup, quoi. Et si vous faites un montage en cul de canard, ça va flotter un peu moins bien, mais par contre, ça va vibrer très très bien. Donc, je ne vais pas les utiliser aux mêmes endroits. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Si, qu'est-ce que tu appelles dans ton tableau en haut à gauche? On m'entend? Oui. Ouais, je t'entends. Dans lequel? Dans le tableau du bas? Non, dans le tableau du haut, en haut à gauche, qu'est-ce que tu entends entre zone calme et courant? Entre zone calme et courant, c'est marqué rap. Ah, rap, moi, ce que j'entends par rap, c'est les petits courants très uniformes avec 30 cm de flotte et des graviers. Ah, ok. D'accord. Ouais. Mais les trucs très uniformes qu'on peut pêcher en sèche-nymphe, par exemple. Ouais. Ouais. Radier. Ouais. C'est des radiers, c'est pour ça. Ouais, radier, ouais. Moi, ouais. C'est peut-être un dialecte, je sais pas. C'est breton ou c'est français? Ouais, ça c'est fait, Kevin. Voilà, c'est bon. On est loin du monde ici. Hein. Ouais, nous aussi, on n'est pas mauvais sur ça. Ah, vous êtes pas mal, ouais, par chez vous. C'est pour ça que je me permets. Non, bah t'as le droit, hein, t'as le droit. Voilà. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous montrer. Je sais pas s'il y a des questions. Est-ce que tu pêches en mouche noyée Tradition. De moins en moins.
Je l'ai fait à mes débuts. Quand j'ai commencé à pêcher, je pêchais en sèche et en noyé. Et puis j'ai laissé la technique de côté. Mais c'est très efficace, hein, c'est très très efficace. Ouais, parce que sur les rivières que t'as, là-bas chez toi, ça doit être pas mal, quoi. Ah ouais, ça marche très bien. Après, bah, j'ai remplacé petit à petit, j'ai remplacé la noyée par la nymphophile. Voilà. Et- mais mais c'est une technique que j'ai beaucoup pratiquée, ouais. Ouais, ouais. Que ça soit en pêche amont ou en pêche en descendant, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Et par chez toi, l'ensemble des pêcheurs ont laissé cette technique de côté ou Ouais, beaucoup, hein. Franchement, si je regarde autour de moi les copains avec qui je pêche, il n'y en a plus un qui pêche en noyé, hein. Mhm. Ouais. La nymphophile, le tandem, le sèche nymphophile a remplacé ces techniques-là, en fait. D'accord. Un peu comme chez nous. Un peu comme chez nous. Ouais, comme chez nous. Ouais, d'ailleurs. Il y a encore Ouais, des vieilles ouais. qui pêchent en noyer, mais. Des vieux briscards, mais... Ça fait moins. Bah ouais, je pense que ça a perdu de son côté sexy aussi, la noyée, pardon. Et faudrait un peu refaire de. Je pense qu'on remettrait la technique au goût du jour avec des modèles un peu revisités. Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, mais elle s'est fait supplanter par les techniques de nymphophile et de sèche-nymphe, hein. C'est sûr. Tu pêches comment, toi, en infophile? En niveau matériel, Ouais. alors moi en Bretagne, je suis entre 10 pieds 6 et 11 pieds. J'ai tendance à prendre des cannes longues, hein, même dans les petites rivières, bah, pour une qualité de dérive, hein, voilà. Je pêche systématiquement avec une SWAT 0,55 parce que bah, j'ai fait un peu de compète et j'ai pris l'habitude de pêcher avec ça. Dans cette SWAT 0,55, après j'ai un baling qui fait 2 fois la longueur de la canne. Bah, ça respecte les normes compète, hein, 2 fois la Ouais. longueur de la canne. J'ai un baling qui est dégressif, progressif. Je finis avec un indicateur en 16 centièmes, 18 en début de saison, mais 16 centièmes fluo. Moi, je mets du vert fluo parce que je le vois super bien. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui voient bien le orange, il y a des gens qui voient bien le jaune. Moi, c'est le vert fluo. Et puis bah, après, ma pointe, hein, voilà. Et Ok. la pointe, après, j'utilise du fluo Cotide, du Yuki 3G ou du Trout Hunter. Voilà, ça dépend ce que je veux pêcher, quoi. C'est tandem, mais sous la canne. sur les rivières chez toi, on arrive à pouvoir pêcher les poissons en infabule fouetté? Non, il y a très très peu de rivières en Bretagne où on peut pêcher en infabule. C'est des eaux qui sont J'en connais qu'une d'ailleurs. Je connais que l'Audet sur le parcours no-kill du centre-ville de Quimper. On peut pêcher à vue. Il y a des sacrés mulets d'ailleurs en plus, parce que c'est une zone où il y a encore l'effet marée. Donc vous avez toutes les 6 heures la marée qui monte et qui descend, et il y a des mulets qui arrivent à remonter. Donc vous pouvez pêcher la truite, vous pouvez pêcher le mulet, vous pouvez pêcher le blanc aussi. Et c'est un parcours no-kill à vue. Vous pouvez pêcher à vue, pardon. J'y vais jamais. C'est une raison très simple, c'est que c'est en plein centre-ville de Quimper et vous avez toujours un mec sur un pont pour vous casser le cou en vous disant que le poisson est là. Il casse le cou ou il te casse tout? Là, t'es en train de t'approcher un poisson depuis une demi-heure et t'as un mec qui se penche au-dessus du pont pour te dire qu'il est là et le poisson se barre. Et après, sur les autres rivières, c'est par rapport à la couleur. Ouais, on a des eaux. Tiens, regardez la photo en bas à droite là. Ça, c'est en Bretagne, c'est une des rivières que je pêche beaucoup. Vous pouvez pas pêcher à vue là-dedans, hein. Elles sont tombées. C'est les eaux couleur thé avec des sols granitiques, avec des renoncules, avec des truites qui ont le dos noir. D'ailleurs, vous voyez, le dos de la truite est très noir sur une eau noire. Donc, vous pouvez y aller, hein. Ok, merci. Bah, tiens, attends, voilà. Bah, la première, c'est une truite slovène. Là, c'est une marmot slovène. Voilà. Là, c'est une truite bretonne. Donc, vous avez un dos très, très noir.
En plus des poissons qui n'ont pas des tailles phénoménales, hein. En Bretagne, on est comme chez vous, des sols acides, granitiques. Donc on a des poissons, quand vous avez un poisson de 35-40, c'est un très beau poisson. Donc aller chercher un poisson en moyenne qui fait entre 20 et 30 avec le dos noir sur une eau couleur noire, c'est un peu compliqué, quoi. La première, c'est une marmot slovène, ça. Après, vous avez, je ne sais plus, il y avait ce qu'il y avait comme photo. Il y a un nombre autrichien, là. Ça, c'est moi qui vais essayer de me noyer. Et ça, c'est une espagnole, ça, c'est sur la Palaresa en Catalogne. Ça, c'est Slovénie, une ça aussi. dolomite. Ouais. Dolomite, Bretagne, ça. Ça, c'est breton. Ah, t'es jolie déjà celle-là. Et ça, pour la Bretagne, c'est déjà un beau poisson, hein. C'est un très beau poisson, hein. Une belle robe. Ça, c'est de l'Espagne, ça. T'as pêché un peu de partout en Europe et dans le monde ou juste Europe? Non, juste Europe. Beaucoup l'Espagne pour des questions de facilité. Ouais. Parce que j'ai des potes qui habitent à Toulouse, donc je descends en avion à Toulouse et on y va en voiture. L'Autriche, l'Italie, l'Italie à plusieurs endroits, la Slovénie, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La Suisse, j'ai voulu y aller, mais je suis arrivé, il y avait des orages partout, donc c'était impêchable. Enfin voilà, je me suis cantonné. Pour l'instant, c'est l'Europe. Après, une fois que les enfants seront grands, on verra pour le monde, quoi. Pour revenir au Bubble Sage, là, tu l'utilises pas mal en sèche-neuf lui aussi, pas du tout? Ouais. Ok. En sèche-naf, j'ai tendance à mettre des modèles plutôt light. En fait, à force de pêcher en sèche-naf, je me suis aperçu, c'est assez logique, hein, que on maximisait quand même son pourcentage de capture sur la sèche en pêchant avec des modèles petits et petits, voilà, avec des petits modèles. Alors il y a le bubble et je pêche aussi avec la full squirrel aussi, pas mal en sèche-naf. Et alors je pêche aussi en sèche-naf. Alors quand je dis que je pêche petit, je pêche beaucoup en sèche-naf au fil. Et ça permet de pêcher petit. Donc, parce qu'on peut porter sa bouche sèche. C'est laquelle que tu disais? Voilà, celle-là. Tu peux prendre la photo fond noir qui doit être après, qui est plus parlante. Je vais virer toutes les photos fond blanc. Avec des modèles, ça c'est un modèle tout en écureuil. Ça pêche très très bien en sèche-naf aussi. Voilà. Et donc je disais, ouais, je pêche en sèche-naf au fil, c'est-à-dire que je prends mon même montage que ma nymphe au fil. Donc vous avez votre indicateur, vous avez votre pointe qui est derrière. Et en fait, je garde le même montage, je mets une sèche en potence et je mets une nymphe derrière. Et je pêche très léger dans ce cas-là, hein. Ça va être des billes de 2, 3, 2, 5 grands max, quoi. Et en fait, je mets une petite sèche. Et là, on pêche vraiment dans des petites rivières ou dans des rivières assez rapides pour pêcher les postes très, très marqués. Et en fait, je pêche comme au fil et je vais tenir ma sèche. Comment expliquer ça? À la limite de l'eau. Je tiens ma sèche à la limite de l'eau, voilà, c'est ça le mot. Et là, on a une sèche qui est terriblement efficace parce que, un, il n'y a pas de fil sur l'eau, donc elle ne drague pas. Deux, vous pouvez la faire ralentir, vous pouvez l'animer, vous pouvez la faire dériver moins vite que le courant et ça rend les truites dingo, ça. Tu pêches au streamer aussi en début de saison ou pas forcément?
C'est pas une. Enfin, je pêche au streamer, ouais, mais c'est pas une technique que c'est pas une technique que j'apprécie énormément pratiquer, mais je le fais, ouais. Ok. Ouais. Et aussi bien au fil qu'en stripping. Hein. Ouais. Donc stripping, bah, avec une canne forte et puis bah, en strippant, quoi, voilà, en faisant des dérives 3/4 aval. Et au fil, je les utilise aussi. J'utilise des streamers comme ça. Attendez, je vais vous en trouver. Des gros streamers en lapin. Voilà, j'utilise des gros streamers en lapin. Je vois ici. Hop. Et je les mets en pointe là sur les. Je les mets en. Je cherche ma caméra. Elle est là. Je les mets en pointe à la place de ma nymphe de fond, quoi. Et bah, je fais ma dérive de nymphe au fil et puis je le jig au moment où il arrive dans le trou que je veux pêcher. Ça, c'est très efficace sur les marmots ou en Italie, en Espagne, en Italie, pardon, sur les marmots ou en Espagne dans les gros trous, là où il y a vraiment des gros poissons en infophile, c'est extrêmement efficace. C'est une, Pardon? c'est une bille. C'est une bille ou c'est une tête Celui-là, celui que je vous ai montré, c'est une tête sculpin. Mais Ouais, autrement, j'en ai en bille de 4-6 aussi. Tu les as sur ton site, ça, les. Je vais le chercher. On va voir dans le streamer, là. Ah. Hop, là, tu les as là. Donc, tu as le sculpin, là. Voilà. Et bon, ça plutôt en strippant, hein, parce que c'est quand même un truc qu'il faut faire gratter sur le fond des rivières. Et si tu reviens, tu as le vampire avant. Là, tu l'as là en bas, tiens, il est là. En bas à gauche. Bah, ouais, c'est pareil. Voilà. Ici, tu as les vampires. Ça, c'est des gros streamers en lapin avec une bille de 4-6. Donc, tu as une lanière de lapin derrière et la tête, elle est faite. C'est du lapin aussi? Ouais, c'est un enroulement de lapin en dubbing loop, hein, tout simplement. D'accord, ok. Ouais. Okay. Et ça, c'est un produit qui est. Alors, tu as une bille de 4-6 déjà, donc ça va pas être loin du gramme. Et une fois mouillé, le lapin, c'est lourd. Hein. D'accord, ok. Ouais. Et quand tu parlais des Dolomites, c'est ce type de streamer là en noir. Ouais, streamer naturel et noir, c'est pas mal. Ouais. Après, sur les Dolomites, tu peux pêcher. Les marmots sont vachement intéressés par les streamers. Hein. Tu peux pêcher au fil et tu peux pêcher en stripping avec ce genre de streamer sous les cailloux. Pour les marmots, c'est vraiment une technique. Et c'est une technique que les Italiens utilisent énormément. Hein. D'accord. Ouais, un petit peu, ouais. C'est avec ça que tu prends le plus gros poisson. Comment? J'ai pas entendu, pardon. C'est avec ça que tu fais déclencher les plus gros poissons. Hein. Ah oui, ouais, ça va chercher les plus gros poissons, ouais, c'est clair. Ouais. Parce que c'est un streamer qui fait. Attendez, je vais vous trouver une règle. C'est un streamer qui fait 7 cm 5. Hein. Ça fait ça, quoi. Ouais. T'as pêché dans tous les pays avec ou pas? Italie, Espagne. Ouais. Ouais, chez moi aussi, hein, mais bon, chez moi, un streamer de 7 cm 5, des fois, il est plus gros que la truite. Quoi. Slovénie, de mémoire, il y a une règle sur la longueur, par contre. Ouais, il y a 5, ça je aussi. crois. Ouais, il y a ça aussi en Autriche, je crois. Et Ouais. je coupe la lanière, en fait. Tu l'enlèves? Ouais, en Autriche, je sais plus combien c'est. En Autriche, il y a beaucoup de. Et puis en Autriche, ça change en fonction des rivières. Quoi. Ok. Mais bon, l'intérêt de l'Autriche, c'est pas d'aller pêcher au streamer, hein, c'est de pêcher en sèche, à vue, Oui. en infophile, voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Merci pour bien. ton intervention. De rien, avec plaisir. Merci à vous. C'est sympa et puis c'est sympa de vous connaître, c'est bien. Cool. Ouais, ça me file des bonnes idées de montage. Là, moi, je crois que je vais m'y coller tout à l'heure là avec la petite nymphe, streamer, mi-nymphe, mi-streamer là. Ouais, Là, ça là, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser celle-là. Ouais.
C'est maintenant. Et pareil que le streamer, hein, faites votre dérive. Quand vous arrivez en fin de dérive dans votre trou, on la jig un peu. Et c'est là qu'elle est efficace. Hein. D'accord. Super. Ok. D'autres questions, Non, même Non. Bah, merci Bah, beaucoup. écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, en espérant vous voir aussi, j'espère avoir de la place pour le Sanama en 2027. Ouais. Donc, ça sera l'occasion de se rencontrer si on ne se voit pas d'ici là. Voilà. Ouais. Vraiment, avec plaisir. Ok. Au plaisir. Alors, merci Au encore. plaisir. Merci pour tout. C'était très chouette. Bon, bah, merci à vous. Et puis, bah, bonne soirée. À bientôt. Ah, ciao. Salut. 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 Ciao. Bye bye.